le MAC Culture. Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je dois le reconnaître, un peu émue de recevoir dans le MAC Culture Alain Surance, le directeur d'Angers Nantes Opéra. Heureuse car c'est toujours un plaisir de partager avec lui sa passion pour les voix et de l'entendre présenter ses choix artistiques et sa programmation chaque saison. Et émue car c'est cette saison 2025-2026 dont nous allons parler dans ce MAC Culture est également sa dernière à la tête d'Angers Nantes Opéra puisqu'il confiera les clés de la maison à Alexandra Lacroix en janvier prochain. Bonjour Alain Surance. Bonjour Anne. Alors déjà, merci d'être là et puis surtout merci car depuis 8 ans que vous êtes à la tête d'Angers Nantes Opéra, vous avez toujours répondu présent lorsque je vous ai sollicité pour venir à l'antenne de Radio Fidélité. Donc merci pour cette fidélité. Merci à vous. Je le disais en introduction, vous signez votre dernière saison à la direction de cette maison. Comment vous l'avez voulu cette saison, plutôt comme un bilan de votre longue carrière professionnelle ou au contraire l'opportunité de programmer des œuvres que vous n'avez jamais pu montrer au public ? Alors c'est très compliqué la programmation, ça ne peut pas se résumer comme ça en une phrase ou un concept, parce que d'abord la programmation on ne la fait pas pour soi, pour se faire plaisir, on la fait pour le public, parce que nous sommes au service de l'art, des publics et aussi des politiques publiques à travers les collectivités qui financent notre activité. Donc c'est toujours une déduction. Un programme de saison avec des contraintes, avec des envies bien sûr, des échappées possibles. Mais il faut bien dire, cette année, ça a été beaucoup sous la contrainte. Cette saison sera pas la plus brillante de toutes les saisons que j'aurais présentées en vérité, puisque en 2025, cette année, donc, nous avons subi une baisse importante de crédit de la part du conseil régional, moins 350 000 €, c'est beaucoup, et ça fait un nombre de représentations moins abondant que les saisons précédentes. Oui, parce que effectivement, cela se traduit par des levées de rideaux en moins. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même une impression une belle dynamique, avec notamment quand on regarde des coproductions de plus en plus nombreuses et puis avec vraiment des maisons de prestige. Mais oui, nous fonctionnons très bien avec des grandes institutions. Cette année, c'est le Festival d'Aix pour la Callisto de Cavalli et le Théâtre des Champs-Élysées pour le Robinson Crusoe de Jacques Offenbach qui sera mis en scène par Laurent Pelli. Donc effectivement, nous avons des beaux partenariats. Celui toujours avec l'Opéra de Rennes, bien sûr, qui reste le partenaire privilégié, avec l'Orchestre national des Pays de la Loire qui est un peu notre complice très fort. Voilà, nous avons une assise formidable. C'est ce qui nous permet tout de même de faire de beaux projets, mais en fait, chaque projet sera un peu moins exploité que les saisons précédentes. L'offre reste très ouverte, très intéressante, mais le nombre de manifestations est en baisse d'une bonne quinzaine par rapport à la saison antérieure. J'aimerais un peu, Alain Surance, justement, que vous nous parliez du fonctionnement d'une maison d'opéra, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais peut-être qu'on ne se rend pas bien compte derrière. On regarde le prix de la place, mais peut-être que tout le monde ne mesure pas ce que ça veut dire derrière. Alors, une production d'opéra, c'est une douzaine de solistes, un chœur de 30 minimum, un orchestre de 50. Vous voyez, ça fait beaucoup d'artistes. C'est l'un des arts de la scène les plus chers. Une comédie musicale comme Les Misérables, ça demande une vingtaine de personnes sur la scène, disons 25, et puis une douzaine de musiciens en fosse. Donc un spectacle privé comme celui-là est dans une économie qui est beaucoup moins abondante que la nôtre. Nous faisons le choix de donner les opéras dans les vraies conditions, avec, autant que c'est possible, une mise en scène qui permet de faire vivre vraiment l'œuvre, avec des artistes vivants en grand nombre. Ça coûte cher, et ça fait que le prix du billet, même les premières catégories qui sont à 80 €, eh bien, le prix du billet est loin de couvrir ce que coûte vraiment le fauteuil d'une
d'une représentation d'opéra. Et c'est pourquoi le seul moyen pour nous de faire des économies, ça a été de réduire le nombre de représentations. Parce que j'allais vous dire justement, dans ces cas-là, on multiplie et puis on a une économie d'échelle. Mais pas du tout. À l'opéra, on ne peut pas avoir d'économie d'échelle parce que l'opéra, ça coûte vraiment cher. Il y a trop de monde sur le plateau. C'est beaucoup de monde. Et alors, même si on a un certain nombre d'artistes qui sont permanents, c'est le cas de notre chœur, c'est le cas de l'Orchestre des Pays de la Loire quand il se produit dans notre fosse. Malgré tout, ça coûte très cher et chaque représentation n'est couverte qu'à, disons, 20% par la billetterie. Donc, ce qui prouve qu'effectivement, il faut de l'argent public pour essayer de continuer justement cette politique tarifaire. Je voudrais qu'on en parle parce que malgré que ce contexte budgétaire compliqué, vous maintenez ce qu'on peut appeler les bons plans. Et notamment, vous visez un peu les 18-30 ans qui ont vraiment... Alors là, allez-y, 18-30 ans, parce que là, vous avez vraiment des offres très intéressantes. Il y a également ce système du pass Angers Nantes Opéra qui, lui, permet à tout le monde, finalement, d'aller à l'opéra à des tarifs très intéressant. Est-ce important pour vous justement de maintenir cette politique tarifaire ? C'est très important pour faire vivre l'idée d'un opéra de service public. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est dans l'axe des politiques de nos principales tutelles, à savoir la ville de Nantes et la ville d'Angers, ou plutôt Nantes Métropole et Angers-Loire Métropole, qui souhaitent évidemment que l'opéra soit accessible à tous. Donc, même si nous avons des prix élevés de place pour les premières catégories, nous avons un éventail tarifaire formidable, des propositions comme celles pour les 18-30 ans, qui sont des propositions très amusantes. Nous, dans notre série Ça va mieux en chantant, après le concert de 19h, nous en ajoutons un à 21h qui est réservé aux moins de 30 ans. Et chaque fois, c'est un grand succès public. Les jeunes viennent et ils viennent témoigner que l'opéra, c'est vraiment pour tout le monde et que c'est pas un loisir réservé à une génération un peu âgée et cultivée. Il n'y a pas que des cheveux blancs à l'opéra. Autre mesure aussi mise en place pour lutter contre moi je dis ça de toute façon, il n'y a pas de place, qu'on entend malheureusement trop souvent. Alors pour tous les opéras, vous gardez un certain nombre de places qui sont mises en vente 14 jours avant la première représentation. Alors est-ce que c'est la rançon du succès ou c'est parce que vous avez une salle trop petite ? On peut dire que c'est les deux. Effectivement, comme on ne peut pas multiplier le nombre de représentations depuis maintenant longtemps, d'ailleurs ça fait quasiment 20 ans, que pour les grands opéras de répertoire, c'est plein, et on a tendance à avoir des salles qui sont pleines dès le mois de septembre, alors que l'opéra va se jouer en juin par exemple. Donc notre idée, c'est de garder des places et de les écouler un peu plus tard et notamment de mettre un dernier contingent de places à disposition du public 2 semaines avant la première représentation de l'ouvrage. Donc, marquez bien sur vos agendas, regardez la programmation et 14 jours avant, mettez une croix. Venons-en justement à cette programmation de cette saison. 6 œuvres lyriques sont présentées, donc 5 nouvelles productions et une création. Alors, comment tenez-vous l'équilibre justement avec ces contingences budgétaires ? Ce sont des projets avec des économies qui sont différentes. Nous avons des ouvrages lyriques de grande dimension, ce que nous faisons avec l'Orchestre national des Pays de la Loire. Donc ceux-là sont des ouvrages de grande dimension, mais nous avons des projets qui sont des projets moins chers, avec la version de concert qui va ouvrir la saison de La Vida Breve et de L'Amour sorcier. Nous avons un opéra baroque, la Callisto. Nous sommes à l'époque des débuts de l'opéra à Venise avec Cavalli, qui est un des grands compositeurs des débuts de l'histoire de l'opéra à côté de Monteverdi. Nous avons un opéra satané qui est un opéra pour la famille, les familles, pour les enfants aussi. C'est la Cendrillon de Pauline Viardot. Donc on est dans un format petit et c'est une production qui tourne. Et puis nous avons un opéra qui est une création contemporaine d'Othman Louati, un compositeur qui avait déjà présenté chez nous le spectacle Les ailes du désir d'après le film de Wim Wenders. C'est un compositeur que je trouve formidable et qui veut travailler cette fois sur Solaris, vous savez, ce roman très célèbre, ce film de Tarkovsky extraordinaire. Donc il a voulu en faire un opéra vidéo avec un artiste plasticien qui s'appelle Jacques Perconte. On va en reparler, mais là on démarre par l'ouverture de la saison. Vous le disiez, 2 œuvres de Manuel de Falla. Là
L'amour sorcier et La vie brève, avec notamment comme interprète Patricia Petitbon, et il faut peut-être la citer quand même, tout le monde, enfin en tout cas beaucoup de gens la connaissent. Vous disiez lors de la conférence de presse que La vie brève était peu jouée parce que justement trop brève. Oui, La vie brève est un opéra bref qui fait un tout petit peu moins d'une heure, disons 1 heure, et donc on ne sait jamais avec quel autre ouvrage le coupler. Alors nous allons faire ce que font d'ailleurs beaucoup de programmateurs quand ils veulent présenter La vie brève, ils le couplent à ce célèbre ballet qui est L'Amour sorcier, qui a une partition absolument rutilante, formidable, mais La vie brève est aussi une partition très forte de Manuel de Falla, qui était un homme qui voulait servir le folklore de son pays, le flamenco notamment. Il y a une vraie chanteuse de flamenco qui vient pour la scène du mariage dans La vie brève, donc c'est quelque chose de très authentique, de très fort, et avec en même temps une orchestration qui est tout à fait comparable à celle de Debussy, de Ravel quand il s'intéresse à l'Espagne. Oui, parce qu'effectivement, en tout cas, là, même si c'est je ne devrais pas dire le même d'ailleurs, c'est en version concert, c'est avec l'Orchestre national des Pays de la Loire dans la fosse, donc ça va être incroyable. Roberto Forés Vezes, qui est un formidable spécialiste de ce répertoire espagnol, c'est son arbre généalogique, donc il dirige ça d'une manière formidable. Alors, je vous propose justement d'en écouter un extrait, en tout cas, de L'Amour sorcier, le tube, comme vous disiez, hein, donc la danse du feu.
venons d'écouter La Danse du Feu, un extrait de L'Amour sorcier de Manuel de Falla, opéra qui sera donné dans une version concert en ouverture de la saison 2025-2026 d'Angers Nantes Opéra, saison que nous présente son directeur Alain Surance. Avant la pause musicale, nous parlions à l'Assurance, entre autres, de l'ouverture à tous les publics avec des politiques tarifaires. Et vous le disiez vous-même, un opéra cette année, Le Cendrillon de Pauline Viardot, en janvier. Et vous l'évoquiez déjà, peut-être un opéra plus à destination du jeune public ? Oui, c'était un opéra que Pauline Viardot avait composé pour qu'il soit représenté dans son bel hôtel particulier à Paris. Pauline Viardot, c'était une très grande cantatrice. Elle a eu une carrière extraordinaire. Elle a chanté les grands rôles de Meyerbeer. Elle a chanté la version de Berlioz de Orphée de Gluck. Bref, c'était une grande dame du chant, une compositrice aussi, une formidable musicienne. D'ailleurs, Berlioz disait qu'elle était un génie de la musique. Et elle a composé cet opéra à la fin de sa vie pour se divertir. On est dans un charme absolu du conte de Perrault qui est raconté de manière très gracieuse, avec des rôles parfaits, notamment un très beau soprano pour Cendrillon, un soprano coloratour pour La Fée. Voilà, on est dans le rêve de l'opéra féerique. Et on est content de monter ça avec la coopérative qui est ce regroupement de scènes nationales et de maisons d'opéra qui veulent faire de l'opéra pas trop cher et qui peut tourner. Donc c'est une tournée qui s'arrêtera chez nous. Nous avons coproduit bien sûr cet ouvrage avec les amis de la coopérative et nous allons pouvoir l'accueillir pour des représentations tout public bien sûr, mais aussi des représentations scolaires. Et donc, nous avons tout un travail d'action culturelle, comme d'habitude, en direction des enfants, pour les amener à venir découvrir cet ouvrage. C'est un travail que nous faisons chaque saison. Nous touchons des milliers et des milliers d'écoliers, de collégiens et aussi de lycéens, selon les projets. Et à chaque fois, nous avons des merveilleuses expériences de découverte, de voir comment les enfants découvrent l'opéra. Vous parlez de cette vocation en direction des publics, mais vous avez aussi donc cet accompagnement de la création contemporaine. Depuis que vous êtes là, c'est vraiment vous y tenez. Pratiquement chaque année, vous commandez une œuvre à un artiste d'aujourd'hui, on va dire, puisqu'il est contemporain. Cette année, donc, vous en faisiez mention tout à l'heure, c'est Othman Louati qui va présenter sa création Solaris, donc un vidéo-opéra. Vous commenciez un peu à en parler, donc, de cette rencontre avec Othman Louati. Vous allez nous dire un peu pourquoi lui, et peut-être aussi qu'est-ce que c'est qu'un vidéo-opéra ? Alors, vidéo-opéra, ça ne rentre pas dans une catégorie particulière vraiment définie. Le premier qui a fait ça, qui a fait un vidéo-opéra, il s'appelait... j'ai oublié son nom. C'était un compositeur italien qui avait imaginé ça il y a une bonne vingtaine d'années. Il est mort depuis, mais il a réussi à installer un genre de création convergente entre des créateurs d'images, des vidéastes et des compositeurs. Et ça, c'est vraiment passionnant et c'est exactement ce que va faire Othman avec un plasticien qui s'appelle Jacques Perconte qui crée des images numériques à partir de son ordinateur. Et il y a eu plusieurs expositions. Il y a eu notamment une exposition très importante au lieu unique, il y a 3 ans, je crois, qui a fait découvrir aux Nantais, qui sont intéressés par la modernité, qui a fait découvrir le travail de Jacques Perconte. Voilà, c'est une belle rencontre. Et évidemment, on est très heureux de pouvoir accompagner cette création. C'est aussi évidemment une collaboration avec le lieu unique, qui est un partenaire très régulier d'Angers Nantes Opéra. Donc on est très content de placer le contemporain sous l'angle alors vraiment de la modernité, et ce d'autant que la musique d'Othman Louati est une musique extrêmement inventive qui explore des fusions entre l'électronique et l'instrumental et le vocal aussi. Il y aura une voix dans cet opéra vidéo et ça s'annonce passionnant sur ce thème de Solaris qui lui-même est un thème qui nous entraîne dans l'espace et donc dans d'autres dimensions du son et de ce qu'on peut voir ou ne pas voir parce que l'espace c'est aussi quelque chose de très noir. Donc c'est absolument passionnant, je pense, ce qui va sortir de la tête de ces deux créateurs.
Donc à découvrir cette année dans la saison. Vous le disiez évidemment, Angers Nantes Opéra, c'est également les voix un peu sous toutes leurs formes et donc les concerts tant attendus. Ça va mieux en le chantant. On peut dire que là, ça y est, ça s'est bien installé. 5 propositions cette saison, donc avec, comme vous le disiez, pour commencer le jeudi 9 octobre de Monteverdi au rap. C'est un étrange mariage à l'Insurance. Oui, c'est un étrange mariage, mais c'est vrai qu'on peut trouver des correspondances très intéressantes entre l'opéra et des écritures vocales qui ne sont pas opératiques. Ça passe par plein de biais et on a trouvé effectivement un air de Purcell dont la basse continue a été reprise par un artiste de rap et ça donne quelque chose de très frappant. On va aussi faire entendre des adaptations des Beatles, de quelques chansons des Beatles qui font vraiment croire qu'on est dans l'écriture chorale traditionnelle, classique, et puis des rapprochements un peu amusants comme celui entre Le Barbier de Séville de Rossini et une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle Le Barbier de Belleville. Voilà, donc on s'amuse avec ces concerts, ça va mieux en le chantant. C'est le programme qui va être donné 2 fois à 19h et 21h, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est particulièrement amusant. Ce sera le 9 octobre à Nantes et on va accueillir un public familial, comme chaque fois à 19h et à 21h, le public des moins de 30 ans. Donc, et la série va se poursuivre évidemment toute la saison avec d'autres concerts qui seront doublés, quelquefois pour des jeunes publics, quelquefois pour d'autres publics. Nous avons par exemple une collaboration avec le château autour de l'exposition sur les sorcières qui va ouvrir bientôt. Et donc nous consacrerons un programme à la présence des sorcières à l'opéra. Ça va être très intéressant. Sûrement, elles vont sortir de derrière les rideaux. Angers Nantes Opéra, donc on comprend un voyage dans le temps, puisqu'on passe de Monteverdi au rap, mais également un voyage dans le monde, parce qu'il y a toujours ce fameux cycle, le cycle des voix du monde. Ça, c'est en partenariat avec la Soufflerie de Rezé. Un premier concert le 13 novembre. Alors, on va partir dans le monde, mais pas si loin que ça, puisque là, ce sont les lavandières de la nuit. Et c'est une plongée dans les légendes bretonnes des lavandières. Oui, c'est une artiste magnifique que j'ai rencontrée quand je travaillais à Nantes. Elle s'appelle Marthe Vassallo. Et avec le chœur de chambre Mélisme, elle a imaginé tout un programme pour explorer la thématique de ces figures nocturnes, féminines, sorcières sans doute, mais on ne sait pas trop. Et évidemment tout ça plongeant dans les récits qu'a récolté Anatole Lebras à la fin du 19e siècle. Donc c'est un programme passionnant avec des très très belles musiques. Et je suis très content qu'on puisse accueillir cette saison pour ce programme l'ensemble, le chœur de chambre Mélisme, qui est un bon partenaire aussi d'Angers Nantes Opéra, et qu'on retrouvera plus tard, dans la saison, dans Lucia di Lammermoor. Justement, on va parler... non, alors là, c'est peut-être pas lui. Opéra sur écran, ça va continuer cette année ? Mais oui, ça va continuer. Et ce sera notre dernière production de la saison, qui est cette coproduction que j'ai évoquée tout à l'heure avec le Théâtre des Champs-Élysées, un Robinson Crusoe, un des ouvrages parmi les moins connus d'Offenbach, mais qui est un ouvrage formidable, très très ironique, très ironique sur les Anglais surtout, sur les Britanniques. C'est très amusant. C'est d'après donc le Robinson Crusoe de Daniel Defoe, mais traité dans la fantaisie. Et Laurent Pelli, qui va mettre en scène, va évidemment ajouter son grain de folie à celui d'Offenbach et de ses librettistes. Et ça s'annonce comme un projet très, très joyeux. Oui, sûrement. 28 minutes, on n'a pas le temps de balayer toute la saison. On va quand même conclure juste sur les concerts gratuits du dimanche matin. Vraiment, là, c'est l'occasion que vous donnez à des élèves du Conservatoire de Nantes de se produire sur scène du Théâtre Gralin, donc de trouver un public et également, justement, au public de venir gratuitement dans cette si belle salle. Donc, vraiment, pousser les portes. Moi, ce que j'aimerais quand même, à l'Insurance, en guise de conclusion à cette émission, que vous nous parliez un petit peu peut-être de ces 8 années passées à la tête d'Angers Nantes Opéra. Finalement, de quoi êtes-vous le plus fier ? Alors, ça a été 8 années difficiles. Rappelez-vous la crise du Covid, ça a été tout de même quelque chose de terrible.
On a eu beaucoup de difficultés, mais on a réussi beaucoup de choses. Et c'est vrai que la création, c'est toujours la chose qui me porte le plus. Et on a eu des très beaux résultats. La saison dernière, on a eu 2 créations, une de Guillaume Hasbrook et puis une de Jean-Marie Machado. C'était vraiment des très très beaux projets. Et donc, voilà, je suis content de ce bilan-là. Je suis content aussi de ces projets participatifs. J'ai été un des premiers à développer cette idée de participation dans l'opéra. Alors, avec les concerts, ça va mieux en le chantant, puisque, comme vous le savez, nous faisons participer le public, chanter 1 ou 2 ou 3 des morceaux, des pièces qui sont proposées. Et puis, avec Guillaume Hasbrook et la compagnie Frasque, donc avec ses complices, nous avons fait 2 projets successivement qui impliquaient des enfants, des jeunes, notre chœur permanent d'Angers Nantes-Opéra, donc une espèce de rassemblement des forces professionnelles et amateurs qui a eu des très très beaux résultats. Et ça aussi, j'en suis très fier. Pour le reste, je suis content d'avoir pu établir une jolie relation avec le public, avec toutes ces propositions qui sont un petit peu décalées, qui sont joyeuses. L'opéra, c'est un plaisir d'abord, et la voix, c'est quelque chose qui émerveille tout le monde. On a tous une voix, et pourtant, on est tous émerveillés par les grandes voix d'opéra. C'est ça un petit peu le leitmotiv de ce que nous avons proposé avec les équipes d'Angers Nantes Opéra, les équipes artistiques, le chœur en particulier, les équipes techniques, et puis toute la maison qui est mobilisée sur plein de projets, comme par exemple elle l'a été le week-end dernier lors des Journées du patrimoine, où nous avons accueilli ensemble plus de 3000 spectateurs. Voilà, donc encore beaucoup de choses à découvrir à l'opéra, dont les coulisses dont vous parliez. Et puis surtout, donc, cette nouvelle saison 2025-2026 qui promet à nouveau de belles découvertes et de jolies surprises, on a l'impression. Donc, en tout cas, merci beaucoup à l'Insurance. Je vous dis pas encore au revoir, puisque vous ne quittez vos fonctions à la direction d'Angers Nantes Opéra que le 31 décembre prochain. Je vous souhaite néanmoins plein de beaux projets pour occuper votre future retraite. Et à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une belle saison musicale à l'opéra.